Avant de commencer, je voudrais dire merci au sponsor de... Je sais pas en fait. Dernièrement, le Grand Prix d'Azerbaïdjan a de nouveau soulevé quelques questions autour de Pirelli et si j'ai déjà apporté mon avis sans importance dans le débrief qui était consacré, je vais profiter des résultats de l'enquête qui viennent de tomber. Aïe, ah, ils ont dû se faire mal. Donc je vais revenir sur les résultats de cette enquête pour entrer grossièrement dans ce qu'il est important à savoir sur ce sujet, mais également pour entrer en profondeur sur le fonctionnement des pneumatiques en Formule 1, et puis ensuite pour apporter mon avis dénué d'intérêt sur la situation de Pirelli, que j'estime un petit peu plus complexe que... Ah mais ils sont nuls, ramenez Bridgestone. Je crois que c'est comme ça qu'ils le disent, ceux qui le disent. Alors actuellement, il m'est un peu compliqué de faire des vraies émissions avec une structure narrative, montage, images, d'archives, tout ça. Donc je profite de ce hiatus pour faire un peu d'actu qui nécessite pas de travail, enfin pas trop d'illustration, histoire de gratter des vues et de faire du clic facile. Ah, je ne suis qu'un mortel, et par-dessus tout, je suis un mec qui fait des trucs sur YouTube, donc c'est la preuve que j'ai besoin de booster mon ego. Et si tu débarques ici à cause de cette vidéo, je suis désolé quant à mes propos passifs-agressifs, donc je vais tenter de me faire pardonner en proposant une bouillie de paroles qui, je l'espère, te semblera intéressante. Mais bon, sache que je suis un humain détestable, donc ce comportement n'est pas surprenant venant de moi. Alors, comment c'est que ça marche des pneus en Formule 1? Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'en Formule 1, les pneus ne marchent pas, ils roulent. Humour. Peut-être qu'un détail pour vous, mais pour une F1, ça veut dire beaucoup, puisque en roulant, ça permet à la voiture d'avancer. Quoique non, un pneu, ça roule pas. C'est la roue qui roule. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que la roue, elle a pas besoin de pneus pour rouler, hein. La roue, ça a été inventé avant le pneu. Le pneu, au final, c'est juste un bout de caoutchouc qui est là pour encaisser tout le relief de la piste, les forces physiques et tout ce qu'une jante en aluminium ou en ce que tu veux ne pourrait pas encaisser correctement. Donc, en plus de servir de coussin à la voiture, le pneu permet aussi d'aller plus vite tout en accrochant la voiture à la piste. Le pneu est placé sur une jante, rattachée en son centre à la suspension de la voiture, et il vient servir de passerelle entre la piste et la voiture. Et ça permet d'expliquer pourquoi les pneumatiques sont un facteur essentiel de performance en Formule 1, puisque ils fournissent une majeure partie de l'adhérence ou du grip à la voiture. Par le passé, on a ici même parlé d'aérodynamisme, de grip que procure l'aérodynamisme, mais on va différencier le grip aérodynamique à celui dit mécanique, le grip mécanique qui lui est en contact direct avec la piste. Car comme je le disais jadis, enfin il y a 30 secondes, les pneumatiques sont en contact direct avec la piste, et la performance qu'ils vont apporter va se traduire par une vitesse en virage ou des distances de freinage plus ou moins élevées, et donc en conséquence des chronos plus ou moins rapides en fonction de leur état. Oui, je sais, je t'apprends rien. Je disais donc qu'un pneu, c'est du caoutchouc, de la gomme, une matière parfaite pour n'importe quelle voiture de course, puisque elle est capable de se déformer pour mieux épouser la forme de la piste, de monter en température et de conserver cette température. Alors, je vais pas te faire un cours de chimie parce que je comprendrai encore moins que toi ce que je pourrais t'expliquer, mais tu peux faire l'expérience toi-même à la maison avec une gomme à effacer. Pouf, pouf, pouf. Je vais prendre celle-là plutôt. Une gomme, voilà, c'est la même matière, c'est du caoutchouc, de la gomme, tu vois. Tu vois, ça se déforme. Brrr, oh, c'est de la magie, ça se déforme. Quand tu la fais chauffer, tu vois que ça commence à coller. Il y a ma main qui est en train de disparaître. Ah non, c'était une blague. Voilà, et puis tu peux constater, si tu le souhaites, la différence entre les gommes dures et les gommes tendres en jouant avec une gomme à effacer comme ça et une gomme mie de pain, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, une gomme mie de pain. La différence entre les deux, c'est que la dure, donc celle-là, là, tu vois, elle va garder sa forme plus longtemps. Bon, tu vois, elle est un petit peu abîmée parce qu'elle a déjà servi un peu à effacer, mais elle garde grossièrement sa structure.
Elle est plus chiante à manier, tu vois, comme ça, mais elle est plus résistante. La gomme tendre, en revanche, donc qu'on va illustrer bêtement avec la gomme mie-de-pain, je rappelle que je peux pas trop faire de gros montage en ce moment. Vivement qu'on nous augmente le budget. Et la gomme tendre, grosso modo, bah tu peux en faire à peu près ce que tu veux. Mais bah tu vois, mais c'est juste, bah tu comprends qu'elle a pas de structure. Enfin bon là c'est évidemment exagéré, mais elle se déforme plus vite et elle va plus rapidement perdre sa forme originelle. Et donc tu l'imagines perdre de la performance plus vite. Et au bout d'un moment, bah ça, voilà, bah, ça ressemble à rien, quoi. Mais tu vois, tu peux tenter l'expérience à la maison, c'est pas dangereux, ça coûte pas cher. Une gomme à effacer, une gomme mie-de-pain, et puis voilà. C'est pour ça, donc maintenant que t'as compris, t'as la gomme dure, hop, résistante, un petit peu plus difficile à manier, la gomme tendre, facile à manier, mais une longévité bien réduite. C'est pour ça qu'en qualif, on préfère les pneus tendres, car ils sont plus faciles à chauffer, ils s'incrustent mieux dans le relief de la piste, ils se déforment mieux en virage, virages dans lesquels ils vont permettre de rouler plus vite que des pneus durs. Après, on a eu des cas, effectivement, où les pneus médiums, bon, si t'es vraiment un nouveau en Formule 1, le pneu médium, c'est entre le pneu dur et le pneu tendre. Ça va, t'avais compris, ça me rassure. On a eu deux cas, je crois, au Portugal, où, à cause d'une piste chaude, d'une température extérieure très élevée, les pneus, ils chauffaient un peu trop, ils avaient tendance à un peu trop s'abîmer en virage, et donc causer des pertes d'adhérence avant même la fin du tour, ce qui les rendait beaucoup moins performants. Et pour rester sur l'exemple de la gomme mie-de-pain, si tu veux, au bout d'un moment, voilà, hop, c'est cassé. C'était un des problèmes, notamment un des problèmes majeurs des Haas ces dernières années, en 2019, si ma mémoire est bonne, c'était leurs pneus qui surchauffaient beaucoup trop vite, ce qui faisait que sur le même tour, la voiture pouvait être très performante et désastreuse en même temps. Ce qui a donné lieu, du coup, à des cas où ils faisaient des qualifs monumentales, ou des qualifs désastreuses, et en course, de toute façon, c'était toujours assez mauvais. Et donc, tu l'as compris, au contraire, plus le pneu est froid, moins il se déforme, et donc, moins il adhère, parce qu'il s'adhère. Il s'adapte moins à la structure de la piste, et c'est pour ça que les pilotes, pendant la course, ils vont tenter de réguler la température de leurs pneus, en allant moins vite en virage pour diminuer la charge exercée sur les pneus, afin de les faire refroidir, ils vont aller moins vite, ou au contraire, ils vont aller zigzaguer dans les lignes droites ou en virage, donner des réaccélérations un petit peu excessives pour alourdir la charge appliquée sur les pneus et les faire monter en température. Et pour des nuls comme moi, le terme se déformer peut sembler abstrait, parce que là, tu vois, tu te dis un pneu de Formule 1, ça se déforme pas comme ça. Évidemment, parce que la déformation est tout juste perceptible, parce qu'on n'opère pas à la même échelle de... voilà. Si tu veux, ça c'est fait pour effacer du crayon de papier. Un pneu de Formule 1, ça peut supporter 3 tonnes de charge latérale, donc en virage, et 1 tonne d'appui aérodynamique vertical, donc dans les lignes droites, au freinage, tout ça. C'est lourd. Comme mes blagues, c'est lourd. Comment ça, comme map? Et sans transition, un autre point que je pense intéressant à aborder avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que Pirelli, ils fournissent toutes les équipes de Formule 1 en pneumatique. Cependant, ça veut pas dire que tout le monde a la même perception de ses pneus. Comme je le disais, Pirelli ne fabrique que la gomme, que le pneu, quoi. Et chaque équipe n'a pas les mêmes jantes, les mêmes suspensions, les mêmes disques de frein, et les mêmes appendices aéros autour de ce pneu. Parfois même au sein d'une même équipe, en fonction des réglages utilisés par le pilote, on n'a pas la même perception. Je vais prendre pour exemple Mercedes, pour rester sur notre Grand Prix d'Azerbaïdjan, ou même au Grand Prix du Monaco. On a vu Hamilton et Bottas sur des rythmes bien différents en qualif et en course sur ces deux week-ends. Bottas était nettement devant à Monaco et Hamilton nettement devant à Bakou. Le point commun, c'est que dans ces deux cas, Mercedes ne parvenait pas à atteindre la température optimale de ses gommes pour les faire marcher correctement. On était sur des circuits urbains, c'est toujours assez compliqué d'atteindre les bonnes températures sur circuits urbains. Donc, en utilisant des réglages différents sur chaque voiture, ils sont parvenus à trouver au moins un bon compromis sur deux pour un pilote lors de ces deux week-ends, donc à Monaco pour Bottas et... sur Hamilton en Azerbaïdjan.
Donc on va progressivement se reconnecter avec ce Grand Prix d'Azerbaïdjan en parlant de pression. Comme on avait entendu Pirelli parler justement de pression, de ses recommandations de pression minimale au cours du week-end, ils avaient demandé à ce qu'on les augmente. Si t'es pas trop bête, tu sais que les pneus sont comme moi, quand je viens sous-entendre que t'es stupide, ils sont gonflés. Voilà, un peu d'humour, ça détend l'ambiance. Pour qu'un pneu puisse résister aux charges qu'on lui impose, bah, il a besoin d'air, ou enfin d'un truc à l'état gazeux si tu préfères, t'as compris quoi. Plus il y aura de pression dans ce pneu, plus le pneu sera tendu, donc rigide et plus résistant à l'usure. Donc à Monza ou à Spa, qui impose de lourdes charges sur les pneus en ligne droite à cause de l'appui aéro, des hautes vitesses, tout ça, eh ben on peut les renforcer en les gonflant du mieux possible. Cependant, cela vient avec le contre-coup de les rendre moins déformables et donc moins rapides en virage. Et si on veut privilégier la vitesse en virage, il faut que le pneu soit parfaitement détendu. Détendu. Vous êtes détendu. Oh oui. Oh oui, tu es détendu. Oh oui, je suis détendu. Tu es détendu. Et c'est là le dilemme de Bakou, parce qu'avec tous ces virages, on veut des pneus réactifs qui adhèrent bien, donc moins gonflés, mais Bakou, c'est aussi la plus longue ligne droite du calendrier, et moins tu gonfles ton pneu, bah moins il résiste à l'usure de la ligne droite. Maintenant qu'on a à peu près toutes ces données, on va en venir aux accidents. Lors des accidents de Stroll et Verstappen, les pilotes, autant que les équipes, ont été surpris par ces explosions soudaines, parce qu'ils étaient visiblement en bon état, tout comme ceux de leurs concurrents avec le même nombre de tours. Il n'y avait aucune raison que les pneus explosent, contrairement par exemple à Silverstone l'an dernier, on voyait que les pneus ils se délaminaient. Là c'est pas le cas, ils ont explosé, on n'a pas compris pourquoi. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'ils explosent en apparence. Et oui, retournement. Non, je fais la musique moi-même, c'est plus simple. Pour comprendre, on va différencier deux parties dans la structure du pneu. Le sommet, ou la surface, qui est en contact direct avec la piste, et le flanc. Repose, c'est pour le dessert. Et donc, le flanc, qui est la partie qui se déforme le plus en virage pour permettre aux voitures d'adhérer correctement, mais qui est aussi la partie la plus fragile du pneu, et c'est ce qui a posé problème dimanche dernier. Et on est venu parler d'un problème de structure interne dans le rapport de Pirelli. Pirelli, dans cet incident, dans ce rapport, a écarté toute éventualité de débris qui serait venu causer des crevaisons lentes, tout mauvais usage des équipes quant aux pressions des pneumatiques. Ils ont aussi écarté toute défaillance dans leur gomme. Malgré cela, aucune réponse claire n'a été donnée de Pirelli qui blâme des conditions de roulage floues, si je traduis approximativement ce qu'ils ont dit dans le rapport. Et à première vue, ça peut ressembler à un coup médiatique, c'est-à-dire on va pas accuser les équipes, mais bon, on va pas s'accuser soi-même non plus. Mais vu que je sais que beaucoup pourraient être tentés d'attaquer Pirelli pour leur incompétence, pour leur malhonnêteté, je vais encore une fois me placer du côté de la défense de Pirelli. Maître blabla, je viens défendre le cas Pirelli aujourd'hui. Parce que sur cette phrase, je vais me tenter une interprétation personnelle de cette déclaration, vide en apparence, parce que pour moi, il y a un truc assez implicite, et mon interprétation est la suivante. On demande à Pirelli, depuis quelques années, de fabriquer des pneus différents tous les ans, ce qui ne leur permet pas d'évoluer avec leur concept, mais les contraint de constamment reprendre à zéro en quelque sorte. Et pour ce faire, ils ont le droit, durant l'année qui va précéder le changement de pneus, à quelques tests privés avec les équipes, avec des voitures qui ont plus de 3 ans conformément au règlement sur les essais privés. Le seul moyen où ils peuvent les essayer avec les bonnes voitures, c'est lors des tests hivernaux qui, je le rappelle, se tiennent en général en février. Cette année, c'était à Bahreïn et ces tests ont duré 3 jours. Ce que ça veut dire, c'est qu'on demande à Pirelli de produire des pneus qui ont été testés sur des circuits types. Au calendrier des tests Pirelli, on a du Bahreïn, on a du Barcelone, du Paul Ricard, du Red Bull Ring, du Silverstone, des circuits de test, qui sont très bien pour faire des tests parce qu'ils sont complets,
réunis, ils peuvent représenter une bonne majorité des circuits du calendrier. Après, le problème, c'est que Bakou, il a rien d'un circuit type. Les F1 de 2021 aussi, elles ont rien à voir avec les F1 de 2018. Donc à Bakou, Pirelli part avec des pneus qui devraient marcher en théorie, selon des données récoltées sur des circuits qui n'ont rien à voir avec des voitures obsolètes. Est-ce que c'est ça que Pirelli essaye de communiquer ? J'en sais rien. C'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'agace depuis quelques années, donc c'est peut-être juste moi qui surinterprète et qui transpose sur cette déclaration pour entendre ce que je veux entendre. Mais ça m'étonnerait que ce que je viens d'énoncer n'ait pas le moindre impact sur les mauvaises surprises qu'on peut avoir avec eux. Et je vais terminer de me faire l'avocat de Pirelli en disant que ses prédécesseurs, donc Bridgestone, Michelin, tout ça, eux, ils avaient des tests, ils pouvaient tester comme ils voulaient, quoi. Les Formule 1 allaient bien moins vite en virage, elles faisaient à peu près 200 kilos de moins. Quand on considère tout ce qu'on a vu, que les vitesses en virage ont un impact sur les pneumatiques, que les charges exercées sur la voiture ont un impact, et bien peut-être que ces F1 qui vont 6-7 secondes plus rapides au tour qu'avant, qui font 200 kilos de plus, on atteint peut-être des stades où la physique ne peut plus rien faire pour la F1 et que au final Pirelli sont dépassés, simplement. Je sais pas. Parce que si vous voulez vous amuser à foutre des Bridgestone de 2010 sur des F1 de 2021, je sais pas, moi je suis pas expert, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'y amuseraient. Donc, évidemment, je ne dis pas ce que j'ai pas dit, parce que je l'ai pas dit. Ce type d'incident est inacceptable en soi, mais avoir des pneus qui explosent à 300 km/h, c'est inacceptable. Mais je pense que, oui, Pirelli doit prendre une part du blâme là-dedans, mais je pense aussi que les procédures devraient être mises en question. Je sais pas, je me dis tous ces paramètres, ils doivent avoir un impact quand même à un moment ou l'autre, donc ça doit entrer en ligne de compte, et plutôt que de à chaque fois jouer la carte médiatique, oh c'était un petit bout de débris, oh là là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a un moment, il faudra peut-être essayer de juste poser les choses d'une manière crédible. Arrêter aussi de demander à Pirelli de prodiguer du spectacle. Pour moi, c'est inacceptable qu'on demande à des manufacturiers de pneus d'être responsables de l'ennui ou de la qualité des Grands Prix. Les pneus n'ont rien à faire avec la qualité des courses. Ce qui doit faire la qualité de la Formule 1, c'est la Formule 1 et pas les pneus. C'est en tout cas ce que je défends. Mais bon, pour revenir sur le sujet, pour pallier à ce problème évoqué par Pirelli, pour cette zone de flou, à partir de ce Grand Prix de France 2021, la FIA et Pirelli vont imposer des nouveaux protocoles aux équipes pour contrôler au plus près l'évolution des pneus au cours du week-end, donc que ce soit la pression des pneus ou les températures des couvertures chauffantes. Je vais pas te faire un cours de physique, mais pression de pneus et température, voilà, t'as compris. Bon, on va essayer de leur faire confiance, hein, même si j'ai toujours un peu en travers les incalculables manquements sécuritaires du dernier Grand Prix sur lesquels Michael Masi et la FIA ont eu la gentillesse de faire comme si de rien n'était en fait. Je vous jure, Masi, il va finir par remplacer mon idole là sur le mur. Bref, c'est sur ces mots de sagesse que je vais m'en arrêter. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas replongé dans ces émissions un peu plus centrées actualité, parce que je me dis que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Après, quand je vois qu'une émission sur Bottas, ça met 3 jours à égaler une émission sur les plus grands champions de l'histoire qui m'a pris 6 mois à préparer, je me dis que ça donne à réfléchir. Je vais peut-être me mettre à parler des transferts aussi, tu vois, parce que de mémoire, ça marchait bien, ça, les transferts. Ah, ça va, je déconne, calme-toi. Je continuerai à faire des petites bêtises comme ça, comme aujourd'hui, pour m'occuper, en attendant de pouvoir reprendre des trucs un peu plus sérieux quand la FIAMG aura fini de me payer mes royalties. Voilà, parce que je sais que... Voilà, c'est de l'ordre du privé, mais
il est question quand même d'un montant s'élevant à 4 chiffres, quoi. Avec une virgule au milieu, ouais. Allez, merci Twitter, bisous, à plus.